Bonjour les amis, je suis Nils de la chaîne Jeux en carton. On se retrouve pour le deuxième épisode de la tier list de ma ludothèque, dans lequel donc je vais classer les jeux que j'ai suivant des catégories que j'ai moi-même arbitrairement nommées. Bref, peu importe, c'est très centré sur ma personne, donc j'en suis désolé. Mais forcément c'est ma ludothèque, donc je vous dis un petit peu ce que j'en ai pensé. Ça me permet aussi de parler de jeux auxquels je n'ai pas pu, des jeux que je n'ai pas pu encore évoquer avec vous, ou que je n'évoquerai peut-être jamais. Donc ça me permet de les sortir maintenant, et donc on va commencer tout de suite. Donc je passe par le site MyLudo pour ça. Pourquoi ? Parce que en fait ça me permet de générer des jeux aléatoirement dans ma Ludo. Donc voilà, tout simplement. Et donc on commence maintenant. Alors, commençons donc cette petite session par 6 jeux donc, qui sont proposés ici. Donc il y a Mur d'Adrien, je vous en parlerai pas parce que je l'ai reçu il y a très peu de temps et finalement je n'ai pas encore pu y jouer. Par contre, on va parler des aventures de Robin des Bois. Alors, les aventures de Robin des Bois, c'est un jeu d'aventure donc qui est qui a été créé par les gens qui ont fait Andorre, le jeu Andorre. Vous avez donc un plateau qui est double couché avec pas mal de petites choses qui sont encastrées à l'intérieur que vous allez pouvoir révéler au fur et à mesure. Alors, quel est le but dans les aventures de Robin des Bois, j'allais dire Andorre ? Eh bien, vous allez donc suivre ce qui se passe dans ce livre-là. Vous avez un gros livre, vraiment un truc relié qui vous permet de suivre. Donc déjà, il y a les règles et les tutoriels à l'intérieur. Et vous allez au fur et à mesure de ce que vous allez vivre, devoir dévoiler certains paragraphes du livre. En quoi le livre va vous indiquer vers où il va falloir que vous alliez pour pouvoir poursuivre votre histoire. Comment ça marche ? Eh bien, vous allez commencer à un endroit précis, alors je ne sais plus exactement où, et vous allez utiliser en fait des silhouettes de votre personnage, voilà, ce genre de choses-là, qui vont vous permettre de mesurer un peu façon wargame, si je veux dire. Alors les wargamers vont me sauter dessus peut-être, mais dans le sens où vous allez avoir un gabarit qui va vous permettre de vous dire, je pars de tel point, je vais vers tel point. Alors je ne sais plus exactement, quand vous utilisez certains types de gabarits, il me semble qu'il y a des effets secondaires, enfin peu importe, et en gros, lorsque vous arrivez sur certains encarts qui sont retournables, vous allez pouvoir les explorer, notamment s'il y a un point d'interrogation comme on le voit sur cette partie-là. Vous allez pouvoir retourner ce truc-là, vous allez pouvoir aller voir dans le livre ce qui se passe, et voilà, vous avez du lore en fait autour de ça, toute une histoire, et puis vous allez avoir des différents événements. Donc c'est un jeu qui se joue très facilement, trop facilement, peut-être. Je trouve que c'est un jeu qui manque de caractère, très honnêtement. J'avais bien aimé le sortir en fait. J'ai bien aimé y jouer parce que je sais que ça me permet d'y jouer avec pas mal de monde, mais finalement en fait on a avancé. Donc j'avais fait, on jouait à deux, donc avec ma femme. On a fait, je dirais peut-être 4 ou 5 parties, et depuis on l'a jamais ressorti. Parce que pas nécessairement l'envie d'y retourner en fait. Y a un truc par contre qui m'avait profondément agacé, et alors vous allez me dire peut-être que je suis un peu toqué, mais vous voyez, vous avez ces tuiles là qui s'encastrent façon puzzle, donc ça a créé le plateau, sauf que c'est de la double couche, et tous ceux qui sont amateurs de plateau double couche savent ce qui peut se passer avec des doubles couches de qualité moindre, c'est que vous allez avoir un effet qui vont recourber en fait, qui va recourber le plateau. Donc en temps normal, bon c'est un peu pénible mais ça va. Sur un jeu comme ça c'est beaucoup plus chiant parce que quand j'ouvre la boîte en fait j'ai carrément des tuiles qui sont encastrées là, celles qui sont prédécoupées qui sont encastrées, qui tombent en fait alors que je les ai pas décrochées. Parce que du coup ça se plie tellement que ça fait sauter ces tuiles là. Et donc c'est franchement dommage parce qu'en plus c'est du spoil derrière. Alors généralement c'est que des illustrations et des choses comme ça, mais on n'a pas envie en fait d'avoir ces choses là qui tombent et de venir reposer en fait toutes les tuiles au fur et à mesure. Donc voilà, c'est un point noir que j'avais sur ce Robin des Bois, un jeu voilà qui m'a pas convaincu vraiment. Donc clairement c'est un jeu bof pour moi. Je le revends pas parce que je pense que j'aimerais bien voir quand même où est-ce que ça mène l'histoire. Peut-être qu'au fur et à mesure de mon avancée je trouverai quelque chose de plus stimulant. Mais aujourd'hui ouais il est plutôt bof et j'ai un peu de mal à le sortir, mais je ne suis pas encore au point de le vendre. On continue avec, évidemment, Ibris Disordered Cosmos. Alors je pense que si vous suivez la chaîne, vous savez ce que je vais en dire, mais Ibris Disordered Cosmos, déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu, c'est tellement atypique que c'est difficile en fait de le catégoriser, mais c'est un jeu de placement d'ouvriers, je pense, avant tout. Je dis avant tout parce qu'il y a beaucoup de notions à l'intérieur.
Donc vous incarnez un Olympien dans un monde, je sais pas, c'est utopique, dystopique, enfin dans un multiverse où les Olympiens auraient pris en fait le pas dans le monde moderne sur les primordiaux, qui sont les entités géantes qu'ils ont réussi à vaincre. Et en gros on est dans le monde moderne et il va falloir donc prouver que vous êtes l'Olympien le plus méritant pour pouvoir diriger la planète. Je résume très grandement parce qu'il y a un lore qui est très fort, vraiment il y a un lore qui est très fort autour de Hybris Disordered Cosmos. Chaque personnage ont vraiment leur propre identité et c'est assez fort sur ce type de jeu de réussir à créer un univers comme ça. Donc déjà tout d'abord, Hybris Disordered Cosmos, donc j'en ai fait une vidéo d'explication de toutes les extensions, donc si vraiment vous voulez vous intéresser au jeu, n'hésitez pas à naviguer sur la chaîne, vous trouverez ce qu'il vous faut. Et donc vous allez devoir à chaque tour effectuer de la programmation de vos actions pour savoir sur quel lieu vous allez vous rendre. En fonction des lieux sur lesquels vous allez vous rendre, vous allez pouvoir faire tout un tas de choses, vous allez pouvoir concevoir des technologies, puis les faire naviguer dans un atelier pour commencer à les fabriquer. Une fois que vous allez fabriquer, ça correspond à des tuiles, vous allez pouvoir les placer sur le monde, donc le monde des mortels, qui va vous permettre d'obtenir des bonus jusqu'à la fin de la partie, ou immédiat, ou des bonus sur des... je crois que c'est immédiat à la fin de la partie, et en fonction de ce que vous faites, en gros s'il y a des bonus qui vous diront si vous placez des tuiles de telle couleur, vous obtiendrez tant de points, qui vous diront vous pouvez immédiatement gagner tel type de ressources. Bref, je résume grandement parce que ça prend vraiment beaucoup de temps d'expliquer, ça prend pas mal de temps d'expliquer Hybris, mais en parallèle de ça, vous avez plein de choses, vous avez la possibilité d'accomplir des quêtes, donc c'est les choses que vous allez voir comme ça, vous allez pouvoir accomplir des quêtes en fonction des conditions qui sont données. Si vous réussissez à les accomplir, à les mener jusqu'au bout, vous allez obtenir des bonus, des points de victoire, des étincelles qui vous permettront de débloquer des pouvoirs qui se trouvent sur votre plateau, parce qu'au départ votre plateau il est plein comme ça, puis au fur et à mesure on va révéler des nouvelles tuiles, et ces nouvelles tuiles sont des améliorations qui vous offriront pareil, soit des trucs one shot, soit des trucs sur la durée, des pouvoirs sur la durée, voire même des nouvelles cartes pour pouvoir combattre notamment. Et vous allez pouvoir également récupérer des ouvriers qui sont, enfin je dis des ouvriers, c'est ces grandes standees là qui sont sur le plateau, que vous allez pouvoir placer également à certains endroits. Vous avez une notion de conflit, parce que si jamais quelqu'un vient déployer une technologie, eh bien vous allez pouvoir, si vous reste des personnages combattants, le débouter, et faire s'affronter en fait les Olympiens. Avec un système de cartes assez ingénieux, vous allez devoir piocher, vous avez une main de cartes et vous allez devoir faire correspondre des symboles pour pouvoir obtenir des bonus supplémentaires en combat. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à dire sur Hybris Disordered Cosmos, et ce sera le premier, c'est pour moi un incontournable, Hybris Disordered Cosmos. Si vous aimez le genre, si vous aimez avoir quelque chose dans votre ludothèque qui soit vraiment unique, c'est vraiment pas quelque chose qui ressemble à un autre jeu, j'arrive pas en fait à me dire, j'essaye pas non plus tous les jours de le faire, mais j'ai du mal à me dire Hybris ça ressemble à ça, parce que c'est vraiment quelque chose d'unique. Donc clairement, si vous cherchez un jeu expert, attention, si vous cherchez un jeu expert, original, avec une thématique forte, avec des mécaniques que vous n'aurez pas vu dans un autre jeu, quelque chose de déroutant pour un joueur habituel, mais déroutant dans le bon sens, dans le sens où à chaque fois que j'ai proposé le jeu sur une première partie, on m'a dit mince, j'ai compris comment j'ai perdu, mais j'avais pas du tout vu venir le truc. Et donc vous avez toute cette phase d'apprentissage très forte, une montée en progression très forte, une progression, une marge de manœuvre, une marge de progression très forte sur ce Hybris Disordered Cosmos. Et donc, clairement, je le redis, c'est un incontournable selon moi, et je vous le recommande chaudement si vous aimez ce type de jeu-là. On poursuit avec Destinies. Alors Destinies, jeu hybride de chez Lucky Duck Games, avec application d'où le hybride en gros. Donc qu'est-ce que c'est ? Eh bien vous vivez un jeu d'aventure compétitif sur fond de narration, donc pas en campagne, ce sont des one-shots en fait. Enfin, même s'il y a une trame scénaristique qui se suit, vaut mieux les faire dans l'ordre, mais il n'y a pas de notion de legacy ou de notion de conservation de compétences, etc. Vous incarnez un personnage donc qui va correspondre par exemple ici à la vertueuse, c'est un des personnages des 5 scénarios du jeu, et vous allez devoir donc vous retrouver sur une map monde générée par ces cartes là. Donc c'est l'application qui vous dit ce que vous devez mettre en place, et à chaque tour vous allez pouvoir et vous déplacer et visiter un lieu, quelqu'un, voilà, et donc dans ce cas-là, l'application va vous dire ce qui va se passer, va vous compter un petit peu ce que vous voyez et va vous proposer des choix. Dans les choix, vous avez des lignes de dialogue, vous avez la possibilité d'acheter des objets chez des marchands, vous avez pas mal de tests à réaliser, vous avez un système de tests qui est assez sympa.
Donc pour ceux qui ont l'habitude de ce type de jeu avec des tests, et bien là c'est un petit peu plus original. Vous avez 2 dés blancs qui sont permanents et des dés violets que vous récupérez soit au début de chaque tour, soit par d'autres effets de jeu. Et l'idée c'est que lorsque vous les lancez, vous faites un test, donc ça doit être intelligence, un test d'agilité, un test de force. Si vous, par exemple, imaginons que vous, sur cet exemple-là, vous faites 5 en test d'intelligence, 1, 2, 3, 4, 5, vous avez passé 2 jetons en bois, ces 2 jetons en bois signifient donc que vous avez réalisé 2 succès. Et vous le mettez dans l'application. Sauf que l'application vous dit pas combien de succès vous devez avoir, parce que c'est elle qui s'autogère. En fait, vous avez des épreuves qui vous demandent de 2 à 6 succès, je crois, de facile à difficile, sauf que le jeu ne vous dit pas, bah là c'est un test qui va vous demander de faire tant de réussite. Et donc bah, vous espérez réussir à faire ce qui vous est demandé. Parfois vous allez pouvoir utiliser des objets, comme on le voit en dessous ici, qui vous permettront donc de modifier vos résultats. Et voilà. Et donc la particularité, l'originalité, c'est que vous avez, donc comme je vous le disais, c'est compétitif, vous avez un personnage qui à l'arrière va avoir 2 destinées, donc c'est 2 manières de remporter la partie, et il va falloir donc trouver le moyen de le faire. Donc je vous donne un exemple qui ne va rien spoiler parce que ça fait pas partie du jeu, mais je peux vous dire par exemple, voilà, il faut que vous trouviez 3 types de couteaux différents, il faut que vous pariez, enfin vous rendiez service à tant de personnes, enfin ce genre de choses là en gros. Et une fois que vous avez réussi à faire ça, et bien le jeu va vous dire ok, vous êtes prêt à accomplir votre destinée, rendez-vous dans votre point qui est indiqué sur votre carte pour pouvoir lancer votre destinée. Et là vous avez la phase finale qui correspond en fait à une série d'événements narrés avec pas mal de tests à réaliser. Et si vous arrivez au bout de ça, et bien dans ce cas-là vous avez remporté la partie. Et voilà. Donc je vous ai expliqué comment ça marchait. Déjà l'application fonctionne très bien. Elle est présente par contre, hein, évidemment là vous ne pouvez pas vous dire elle n'est pas présente, etc. Non, le jeu est centré autour de cette application. L'application va tout gérer, va gérer tous vos tests, va gérer tout ce qui vous demandera de prendre comme objet, comme loot, les dés qu'il faudra que vous remettiez sur votre plateau, etc. Il va tout gérer, il va vous dire votre mise en place de base, etc. Mais ça fonctionne très bien. Attention cependant, Destiny n'est pas pour tout le monde. Déjà, bon, si vous n'aimez pas les applications, vous l'avez compris, vous passez votre tour. Si par contre ça ne vous dérange pas, il faut quand même savoir que c'est un jeu compétitif qui peut se terminer de manière abrupte. C'est-à-dire que si votre adversaire réussit à trouver ce qu'il doit faire assez rapidement, et que vous galérez, et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, eh bien vous allez parfois trouver ça extrêmement frustrant. Parce qu'il y a déjà du lancer de dés, vous pouvez être, si vous êtes comme moi et que vous êtes juste une pipe au dé, eh ben ça va être compliqué l'aventure pour vous. Et du coup, vous allez parfois vous retrouver dans ce sentiment de votre adversaire, il est en train de rouler sur le jeu, il a trouvé rapidement ce qu'il devait faire et il est en train de le faire, et vous êtes toujours au début en train de vous dire qui est-ce que je dois aller voir, j'ai pas tout pigé. Enfin, j'ai pas tout pigé, en tout cas j'ai pas trouvé la bonne personne. Et ça c'est assez frustrant, parce que quand quelqu'un arrive finalement à la fin et que vous n'avez pas exploité l'histoire de votre personnage, eh bien ça vous met un petit peu sur le bas-côté, et c'est clairement une sensation qui est pas très agréable. Et à l'inverse, si vous roulez vous sur le jeu, vous allez voir vos adversaires qui vont vous dire mais c'est quoi ce jeu, je suis en train de me faire oblitérer, j'ai rien compris à ce qu'on m'a demandé, et ça peut être désagréable. Donc il faut vraiment partir de ce principe-là, ou de vous dire que potentiellement vous ne verrez pas la fin de votre histoire, et donc ça peut être relativement frustrant. Après, si ça vous arrivez à l'occulter et si vous arrivez à vous dire que ça vous dérange pas, et bien dans ce cas-là vous avez quelque chose qui est efficace, qui tourne bien, qui a peu de règles et qui est porté majoritairement par l'application, donc ça se met en place assez rapidement, ça se comprend assez facilement, les règles sont assez simples, ça s'explique vite, voilà. Donc Destiny, pour moi, je vérifie mes catégories avant de dire une bêtise, c'est un jeu que j'adore. Allez, je dirais que j'adore. C'est un j'adore moins, si je puis dire. Pourquoi ? Parce que, justement, pour ces notions de frustration, qui parfois sont très présentes, surtout si vous empilez les scénarios en vous débrouillant très mal. Voilà. Il n'est pas question vraiment de compétences, c'est surtout question de trouver les bonnes choses au bon moment. Donc, voilà pour ce Destiny. On continue avec Tindaya. Tindaya, pareil, j'en avais fait une grosse vidéo règle. Alors je dis grosse parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Tindaya. Donc c'est un jeu expert plus, je dirais, qui mélange le jeu de placement avec un jeu de survie. En gros, vous êtes dans les archipels de, je crois que c'est les Canaries, je sais plus exactement. Et vous êtes face aux conquistadors. En gros, un peu un thème à la Spirit Island pour ceux qui connaissent. Et vous allez devoir donc placer des personnages, collecter des ressources, voilà. Bon.
Ça fait un petit moment que j'y ai pas joué, donc il y a beaucoup de choses et je vais pas tout écrire ici. J'ai fait une vidéo encore une fois dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Néanmoins, la subtilité et l'originalité de ce jeu, c'est cette partie couplée avec gestion survie catastrophe, parce que vous avez la possibilité de faire des offrandes à des sorcières qui sont sur le mont Tindaya, qui vont pouvoir vous dire ce qui va se produire, et donc il va se produire des choses. Vous allez potentiellement subir des volcans, des attaques de conquistadors, des tsunamis, des choses qui vont détruire le plateau de jeu. Donc quand je dis détruire, c'est pas façon Legacy, c'est qu'en gros vous allez retourner, par exemple, s'il y a un tsunami, il y a des tuiles de terrain qui vont devenir de l'eau. S'il y a un volcan, ça va devenir de l'obsidienne autour. Pour ceux qui jouent à Minecraft, vous savez de quoi je parle. Et donc le plateau va changer de cette manière-là. Et vous avez parfois l'impression de commencer à vous installer à certains endroits, et puis hop, vous regardez les prédictions, on vous dit ah bah là il y a un volcan. Aïe. Donc là il faut prendre votre petite barque et puis partir vite sur une autre île parce que vous allez vous faire oblitérer ici. Et donc tout ça sur un fond de jeu compétitif ou coopératif. Donc de base il est proposé en coopératif, j'ai l'impression que c'est la chose qui est le plus mise en avant. Mais le compétitif est finalement pas si différent que ça. La seule chose c'est que les actions que vous allez faire vont parfois vous rapporter des points, vous avez aussi un objectif secret en main, et ces points en gros vous allez les empiler à la fin et voir qui l'a emporté. Mais forcément coopératif parce que évidemment il faut éviter de se faire massacrer. Et en plus de ça, surtout par les conquistadors qui quand ils vont arriver vont se positionner, et s'il y en a trop en fait tout le monde peut perdre la partie à la fin. Voilà, donc Tindaya c'est un jeu que j'aime bien. Je vais pas dire j'adore, pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup de mal à le sortir. J'ai vraiment beaucoup de mal à le sortir. Après ma vidéo règle, j'ai dû le sortir 2 fois. Et maintenant c'est difficile parce que c'est difficile de proposer ce jeu-là à des joueurs parce il y a vraiment un temps d'explication de règles qui est colossal. Donc quand je vous dis que j'ai fait une grosse vidéo règles, c'est pas juste parce que j'ai perdu du temps, c'est parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de subtilités, beaucoup de micro-règles. Le livret de règles est trop touffu, et vous savez, c'est ce genre de livret que vous pouvez trouver sur certains jeux. J'avais eu le même cas avec Tawatinsuyu, où vous avez beaucoup de textes écrits en petit, puis parfois vous avez des encarts on a l'impression qu'ils viennent d'être appliqués en plein milieu. Donc c'est pas très agréable en fait à ouvrir, et on n'a pas très envie de le lire. Je sais que je l'ai posé plusieurs soirs d'affilée sur ma table avant de comprendre comment est-ce qu'il fallait y jouer, parce que c'est vraiment un investissement qui est assez gros. Néanmoins, je trouve que le jeu en vaut la chandelle une fois que vous êtes investi. Je trouve ça très intéressant, je trouve que cette mécanique est très intéressante. Par contre, évidemment, encore une fois, à ne pas mettre entre toutes les mains. Pourquoi ? Parce que si vous avez des joueurs d'Eurogame qui aiment bien la gestion, qui aiment bien l'anticipation, etc., et qu'on leur explique, là, de toute façon, si tu bouges pas, le volcan il va te détruire, alors que c'était pas prévu au tour d'avant, ils risquent d'être potentiellement très frustrés. Et puis évidemment, c'est un jeu quand même expert plus, selon moi. Donc, vous n'allez pas le mettre entre les mains de tout le monde, ne serait-ce que pour que pour cette raison-là. Donc voilà pour Tindaya, c'est un jeu que je classerais dans la catégorie j'aime bien. Je poursuis avec Khôra. Donc Khôra, jeu Yellow Expert sorti 2021. Alors qu'est-ce que c'est ? Vous incarnez, en fait vous dirigez une ville en gros, et vous avez donc là-dedans un jeu de gestion avec des tuiles d'action à sélectionner au début de chaque tour. Donc sur Khôra, voilà à quoi ça ressemble. Donc là c'est un petit peu le bazar, mais peu importe. Vous avez un plateau central sur lequel vous allez placer, donc vous avez plusieurs jauges, une jauge d'armée, une jauge de gloire, une jauge d'impôts et une jauge de population, je crois, de citoyens, je sais plus exactement comment ça s'appelle, et vous allez avoir un jeton à placer sur un départ en fonction du personnage que vous avez choisi. Les personnages que vous choisissez sont très asymétriques, donc vous allez avoir des personnages qui vont être axés sur le militaire, d'autres qui vont être axés sur l'économie, d'autres qui vont être axés sur la culture, etc. Et vous avez plein de petits jetons à placer ici, qui sont des jetons qui sont liés à des actions de conquête. Vous allez pouvoir conquérir des endroits et récupérer des jetons qui vous permettront d'obtenir des points, d'obtenir des points de victoire, des fois de l'EPS, des fois des jetons qui permettront de compter des points dans certains objectifs, bref. À côté de ça, vous avez un draft de cartes qui est réalisé au début de la partie, qui vous permet d'avoir des cartes avec des effets différents, des effets one-shot, des effets continus sur toute la partie, des effets exclusivement de fin de partie. Et vous avez votre plateau joueur, alors voilà, vous avez ce plateau joueur là, avec 3 jauges, une jauge économique, culture et militaire, qui va évoluer au fur et à mesure des tours. Et ces jauges là, pareil, elles vont vous permettre de parfois combiner à certaines cartes d'obtenir plus de points, qui vont vous permettre d'obtenir plus d'argent, qui vont vous permettre
donc maximiser certaines de vos actions, parce que vous jouez donc avec des dés et des tuiles d'action. Vous avez 6 actions, au début vous avez 2 dés, puis 3 ensuite, vous lancez les 2 dés, et ces 2 dés vont correspondre à, ce sont des D6 classiques, hein, et vous allez devoir les attribuer à des tuiles d'action. Alors j'essaie de retrouver des choses peut-être, voilà, des choses pas comme ça, hop, comme ça, voilà, vous avez des tuiles comme ça, donc on a par exemple culture, ça vaut 2, donc si vous mettez un dé qui vaut 1 ou 2, c'est bon, si vous mettez un dé qui vaut 2 ou plus, c'est bon, si vous mettez un dé qui vaut 1, et bien dans ce cas-là, il va falloir consommer la différence en citoyens, donc en population, vous allez diminuer sur votre jauge de population pour pouvoir y jouer, pour pouvoir jouer la tuile. Et donc les actions sont de plus en plus efficaces, si je puis dire. Donc là on les voit toutes. On a la philosophie qui est l'action vraiment de base, je crois qu'elle vaut 0. La législation elle vous permet d'avoir certaines populations. La culture, je sais plus exactement ce qu'elle fait. Le commerce qui vous permet de récupérer des jetons qui vous permettront, enfin de gagner de l'argent et de récupérer des jetons qui vous permettront d'obtenir des points suivant certains objectifs. Le militaire qui permet de conquérir. La politique qui permet de piocher de nouvelles cartes. Et le développement qui permet d'augmenter le niveau de votre ville et donc d'obtenir potentiellement des choses assez puissantes, notamment le dernier cran qui vous permet généralement d'avoir des effets de fin de partie qui vous permettent d'accumuler des points qui sont assez intéressants. Donc comme je vous le disais, vous allez lancer les dés au début. Ça c'est la première partie, déjà ça peut être frustrant. Encore une fois, on en revient, lancer de dés, forcément frustration possible. J'ai eu des parties qui m'ont très frustré parce que je n'arrivais pas à faire des lancers de dés corrects pour utiliser des tuiles assez fortes, donc je consommais beaucoup de population, et parfois je faisais des tours où j'essayais de récupérer seulement de la population. Sauf qu'il faut savoir que dans Khôra, il n'y a pas beaucoup de tours, il y en a 9 je crois, et ça passe très vite. En 1 heure, si vous jouez à 2, en 1 heure vous pouvez avoir torché la partie, et donc si vous passez 1 ou 2 tours en fait à ne pas faire grand chose parce que vous n'avez pas les ressources, eh bien vous allez peut-être vous faire écraser, si votre adversaire, lui, s'en sort beaucoup mieux. Et également, quand il est sorti, il y avait beaucoup de commentaires vis-à-vis de déséquilibre entre la stratégie militaire et les autres, disant que la stratégie militaire était très forte. Ça s'est parfois vérifié, mais pas systématiquement. En effet, la stratégie militaire, si vous tombez sur les bonnes cartes au bon moment, vous pouvez cumuler des choses, des effets qui sont dévastateurs et vos adversaires ne pourront rien y voir. Je sais que moi j'ai déjà fait une partie avec Sparte, où dès le début j'avais une carte qui me permettait d'empocher des points à chaque tour, parce que la particularité du militaire c'est qu'ils n'empochent pas beaucoup de points au cours de la partie, par contre ils en ont empoché énormément sur le décompte de fin de partie, contrairement aux autres, et j'avais récupéré une carte qui me permettait d'avoir des points régulièrement pendant la partie, alors que j'étais militaire, et donc forcément à la fin j'ai scoré un max, et donc j'ai oblitéré totalement mes adversaires, mais bon, c'est pas quelque chose qui prédomine, qui a prédominé dans mes parties, et j'ai moins gagné que j'ai beaucoup plus perdu que gagné, c'est ce que je veux vous dire à ce jeu. Mais voilà, c'est un jeu que j'aime bien ressortir de temps à autre, mais c'est vrai qu'il me frustre parfois, donc généralement je le referme et puis j'y rejoue 6 mois plus tard. Donc Khôra c'est un jeu que j'aime bien, voilà, c'est dans cette catégorie là que je le placerai, j'aime bien justement pour ça, parce que parfois je le trouve un peu trop frustrant et je le trouve trop court. On n'a pas vraiment l'impression, on a parfois un peu l'impression que ça se termine vraiment, qu'on est un petit peu sur notre fin à la fin, parce que ça se termine assez rapidement, mais maintenant voilà, faut le savoir, et une fois qu'on le sait, finalement ça me dérange pas plus que ça. Et puis c'est un jeu qui fonctionne bien, voilà, malgré cette partie un peu frustrante du lancer de dés. Voilà pour Khôra, on va continuer avec d'autres jeux. Qu'est-ce qu'on a ici ? Eh bien voilà, on a un medley de choses assez intéressantes. Donc on va parler de Gold, donc je vais en parler très rapidement. Gold, c'est l'un des premiers jeux, tout petits jeux que j'ai eu, ça m'a permis de jouer avec ma fille notamment. Donc c'est un jeu de mémoire, c'est une sorte de memory. Vous avez des cartes comme ça circulaires que vous allez mettre face cachée un peu partout, et vous allez devoir en révéler 2 à chaque tour. Si vous avez un mineur d'or avec de l'or, et bien si le mineur est plus fort que l'or, et bien dans ce cas-là, il récupère la tuile d'or. Donc si c'est un mineur de votre couleur, vous récupérez la tuile, ça vous fera des points à la fin. Si c'est un autre joueur, et bien il les récupérera lui-même, voilà. La TNT, si vous le faites avec autre chose, ça détruit la carte, peu importe ce que c'est. Et si vous avez 2 mineurs face à face, le mineur qui a le plus de points élimine l'autre. Voilà comment ça marche. Et vous retournez systématiquement les cartes comme ça, jusqu'à ce qu'à la fin il n'y ait plus que 10 cartes, je crois. Et à ce moment-là, il faut crier ruer vers l'or. Et chaque joueur prend ensuite une seule carte, on fait plus de paix, on prend juste une carte et on la prend dans notre paquet comme ça, et on obtient des points en fonction de ce qui est noté à la fin, en fonction des pièces d'or que l'on aura récupérées, enfin des pépites d'or que l'on aura récupérées. Voilà, pas grand chose à dire de plus là-dessus, c'est un petit jeu que vous pouvez emmener un petit peu partout. J'y joue pas souvent, très honnêtement, parce que c'est pas une révolution ce truc-là, hein. Mais voilà, ça me permet de jouer avec mes enfants, donc
je vais mettre OK, voilà, je vais mettre juste OK, je mets pas bof bof parce que ça me permet de jouer avec mes enfants et que finalement ils aiment bien, et voilà, je trouve que ça tourne assez bien. Mais voilà, ça restera OK, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur Gold. Je continue avec Projet Gaia. Alors Projet Gaia, c'est un jeu auquel j'ai très peu joué. J'y ai joué que 2 fois. Donc je vais me mesurer dans mes propos puisque je ne peux pas non plus, je ne peux pas attester de beaucoup d'expérience et de pouvoir donner un avis complet. Mais en gros, Projet Gaia, jeu de placement, enfin jeu Eurogame sur un thème spatial. Donc vous allez avoir des objectifs à accomplir qui vont changer à toutes les manches. Vous allez devoir coloniser des planètes, vous pouvez pouvoir les terraformer en fonction du type de planète. Vous avez un plateau spécifique avec des bâtiments à construire, vous avez beaucoup de clans, enfin de factions différentes, asymétriques. Vous avez des notions de vases communicants avec des pouvoirs, enfin des jetons de pouvoir que vous allez passer d'un endroit à un endroit, d'un endroit à un autre endroit, et en fonction d'où ils se trouvent, vous allez pouvoir les utiliser. Donc je décris très rapidement encore une fois parce que c'est une tier list et c'est pas une explication de règles. Mais Projet Gaia, donc c'est un classique, hein. Beaucoup vous diront que c'est l'un des meilleurs jeux du monde. C'est pas le ressenti que j'ai eu en y jouant, mais j'ai bien aimé, attention, hein. Mais voilà, la première fois que j'y ai joué, j'ai pas été subjugué parce que peut-être que j'y ai joué aussi un peu tard par rapport au moment où il est sorti. Mais j'y rejouerai évidemment volontiers, bien volontiers. Ce que je peux vous dire sur ce jeu-là, c'est que ça fonctionne bien. J'aime bien cette notion d'objectif qui change à chaque manche. L'accomplissement d'objectifs, c'est quelque chose, une mécanique que j'aime bien en général si elle est bien exploitée. Et puis la thématique est toujours très cool, la thématique spatiale, je ne m'en lasse jamais. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, il y en a qui ont un petit peu marre. Mais clairement, Projet Gaia, je pense que, je vous dis, je mesure mes propos parce que j'y ai pas assez joué, mais je pense que c'est clairement l'un de ces jeux que je conserverai malgré tout, enfin, je veux dire que je conserverai toujours, c'est ça que je veux vous dire. Donc pour l'instant, je le mets en j'aime bien parce que j'ai bien aimé la première partie, mais c'est clairement de ces jeux qui pourront passer en j'adore, voire en incontournable, mais j'ai vraiment pas assez joué pour ça. Donc c'est tout ce que je dirais sur ce Projet Gaia. On continue avec Bristol. Alors Bristol 1350, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu, un jeu, on est un peu dans le jeu d'ambiance. Allez, je pense qu'on est dans le jeu d'ambiance, mais assez particulier. Je sais pas s'il y a d'autres photos, non, il n'y a pas d'autres. Donc c'était la page Kickstarter de l'époque. Donc Bristol, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, vous êtes dans un village qui est condamné, dans une ville qui est condamnée, qui a subi la peste de plein fouet. Et il est temps de s'échapper. Et donc vous avez ces petits chariots là qui se trouvent là, je sais pas si on les voit mieux en bas. Vous avez des petits chariots dans lesquels, voilà, ce chariot là, vous allez avoir votre personnage, vous allez sélectionner un personnage au hasard au début de la partie, donc vous en avez pas mal, je sais plus combien, une bonne dizaine je dirais, enfin un qui correspond à chaque couleur de pion en fait. Vous pouvez jouer jusqu'à 9 à ce jeu là. Et en gros, à chaque tour, vous allez devoir lancer des dés, ces dés vont vous permettre de voir quels chariots vont avancer, donc vous avez des dés avec des couleurs, et si vous avez 2 rats d'une même couleur, eh bien il y aura un contrôle de contamination au niveau du chariot correspondant, c'est-à-dire que chaque joueur a des cartes symptômes, des symptômes qui vont de 1 à 4, qui correspondent aux symptômes que pourrait avoir un malade, et si un joueur en fait a 6, à un moment dans la partie, il est pestiféré, et donc en gros sa partie elle ne s'arrête pas, mais son but va être de faire en sorte que les autres ne sortent pas et soient tous pestiférés. Et donc lorsque vous faites un contrôle de contamination dans votre chariot, eh bien vous prenez les cartes de tout le monde, vous les mélangez, vous en rajoutez une de la pioche, et vous redistribuez à chacun, donc l'idée de propager un petit peu la maladie. Et forcément à ce moment-là, s'il y a d'autres joueurs qui ont 6 ou plus, eh bien ils seront également pestiférés. Et ensuite le chariot va avancer, et au milieu de tout ça, vous allez pouvoir faire des actions du type je passe devant quelqu'un dans le chariot, je saute sur le chariot de devant si je me trouve à l'avant de mon chariot, je mets un coup de pied à quelqu'un qui est derrière moi pour le balancer sur le chariot du fond, ou pour l'expulser s'il est déjà sur le chariot du fond, bref. Et donc c'est assez fun de ce point de vue-là, puisqu'on va en fait avoir ce jeu de bataille un peu avec le chariot qui avance, où chacun essaie de trouver sa place dans le chariot, essaie de virer les autres, il y a du bluff aussi forcément par rapport aux gens qui sont pestiférés, qui font en sorte de continuer de faire croire qu'ils ne le sont pas. Vous avez des cartes remèdes qui sont des cartes actions que vous allez pouvoir utiliser, qui vont permettre de changer le cours de certaines actions. Et voilà, c'est un jeu qui marche très bien, le matos est assez cool, voilà, vous avez un tapis néoprène quand même qui est pas très grand mais qui fait clairement l'affaire. La thématique est sympathique, c'est assez fun, bon bah c'est la peste, normalement c'est pas très drôle, mais bon la thématique est bien exploitée, je trouve, et rend le truc assez fun. Voilà, là on voit qu'il y a 9 personnages. Et voilà, c'est un jeu que j'aime bien, j'adore pas, mais c'est un jeu que j'aime bien sortir. Si on est suffisamment de joueurs, attention, il faut quand même être au minimum, je pense qu'il faut être 5 vraiment pour apprécier le jeu, parce que sinon en fait vous vous retrouvez avec des chariots vides, enfin 5 vous pouvez en avoir aussi, mais ça arrive un peu moins souvent. Donc voilà ce que j'ai à dire sur Bristol 1350, donc un jeu que j'aime bien.
On continue avec Dune. Alors Dune, ça c'est la réédition du premier Dune qui était sorti dans les années, dans les années 70 je crois. 80, je sais plus. Et donc c'est un jeu de stratégie sur l'univers de Dune bien évidemment, fortement asymétrique avec chaque guilde, chaque faction, chaque maison de l'univers qui va avoir ses propres pouvoirs en gros. Donc vous allez faire de la conquête de territoire, de l'exploitation de territoire en récoltant de l'épice. Vous voyez, chaque joueur a son petit paravent là pour pouvoir masquer un petit peu l'épice qu'il a. Et vous allez avoir donc toute une mécanique qui est suffisamment asymétrique pour être intéressante, où chaque joueur va avoir vraiment un pouvoir et c'est sur lui qu'on va se reposer, parce qu'on va pouvoir créer des alliances, et ça c'est vraiment la partie très forte de ce jeu-là. Par exemple les Atreides ont la préscience qui vous permettent de voir les cartes qui vont arriver, je sais plus exactement mais voilà. Vous avez les Harkonnen qui sont très riches au début et qui sont très forts mais qui vont pas par contre générer moins de revenus pendant le cours de la partie. Vous avez l'empereur qui lui alors, je sais plus exactement ce qu'il fait. Je sais que la guilde elle récupère l'argent qui sera utilisé pour les enchères de cartes. Enfin voilà. Chaque personnage a vraiment un truc spécifique. Le truc c'est que c'est tellement spécifique qu'il faut avoir suffisamment de joueurs pour pouvoir les jouer, donc il y a 6 factions. Réellement c'est intéressant à partir de 4. En dessous ça perd son intérêt, la symétrie est trop forte je trouve. Mais voilà, je trouve que c'est un jeu qui est unique, vraiment original, et même encore aujourd'hui je le trouve suffisamment unique avec cette tempête notamment qui va tourner autour du plateau, qui va tout ravager. Le fait de le but c'est de contrôler en fait des citadelles, suffisamment de citadelles en fonction du nombre de joueurs pour pouvoir remporter la partie à la fin de la manche. Vous avez une notion d'enchère de cartes à chaque tour, vous avez ce système de mise sur les disques pour les combats, donc c'est quelque chose qui existe voilà, depuis un petit moment, donc on a retrouvé dans certains jeux, comme par exemple dans Scythe, ou comme vous le dites, je sais pas. Et voilà, en gros vous avez tout ce système là, moi qui je trouve fonctionne très bien. Maintenant voilà, c'est un jeu que j'aime bien parce que qui restera dans les j'aime bien parce que c'est très dur à sortir. C'est très dur à sortir, il faut vraiment avoir un groupe régulier parce qu'il faut expliquer les règles, un peu comme dans Roots par exemple, il faut expliquer les règles de tous les personnages, et en plus des règles du jeu. Donc c'est un jeu que j'aime bien, que j'aimerais sortir plus souvent pour pouvoir dire que je l'adore. Néanmoins c'est un peu compliqué vis-à-vis de du type de jeu que c'est. Donc ensuite on a Gutenberg. Alors Gutenberg, ça va être compliqué de vous en parler parce que je m'en souviens plus. Voilà pour vous dire. Pourtant j'y ai joué. J'ai joué quelques fois, mais voilà, ça ne m'a clairement pas marqué. C'est un jeu de lettres, c'est pas ma catégorie préférée. Je sais que c'est un peu original parce qu'il y a un système de draft de lettres et à la fin en fait il va falloir créer son mot final. Je vais pas m'attarder dessus parce que je vais vous dire des bêtises je pense. Donc c'est un jeu que je dirais ok, voilà, c'est un jeu que je mets ok parce que je sais que j'y ai joué, ce serait pas honnête de dire bof bof sur un jeu auquel j'ai passé quelques parties dessus, notamment avec mes parents. Donc c'est un jeu que je peux ressortir avec eux, mais c'est clairement pas un jeu que je ressortirai en soirée, si ce n'est avec des personnes qui vraiment aiment ce type de jeu là quoi. Je poursuis avec Kids Chronicles, donc ça c'est le premier Kids Chronicles, le second va sortir en mois d'octobre, donc là c'est la quête des pierres de lune qui est un jeu à la Chronicles of Crime, donc qui utilise une application, mais là c'est pour les enfants. Donc l'application par contre attention vous pouvez la garder pour vous, donc c'est une histoire très intéressante je trouve, en tout cas pour les enfants. Alors j'essaie pareil de vous retrouver des photos parce que là on est un petit peu pauvre en photos sur cette page là. Donc voilà ce que vous avez, hop. Donc c'est un jeu dans lequel vous allez devoir évoluer donc sur un plateau en suivant une petite histoire au gré de ce que vous fournit l'application. Vous allez pouvoir vous déplacer, vous allez pouvoir scanner les lieux et ensuite vous allez pouvoir les visiter. Voilà, on le voit là par exemple sur cette partie-là où on voit l'application. Donc c'est avec un système de réalité augmentée, vous allez pouvoir tourner le téléphone ou la tablette que vous utilisez pour pouvoir explorer un peu le tout. Trouver des différents objets, trouver des personnages, et à la fin on vous dira quel personnage, quel lieu est-ce que vous avez vu, donc c'est pour les enfants hein, bien évidemment. Et donc il va falloir sélectionner ça, et ce que vous avez trouvé, vous allez le trouver dans le paquet de cartes et vous allez le placer dans votre inventaire en bas. Et donc forcément vous avez une histoire qui se suit, vous avez 4-5 scénarios, je sais plus, l'idée c'est de retrouver les fameuses pierres de lune qui ont été dispersées un petit peu partout dans le royaume. Vous avez un plateau qui est recto verso, vous avez le royaume de l'été et le royaume de l'hiver, donc ça c'est assez intéressant tout de même. Et donc voilà, vous avez une intrigue à suivre avec, vous allez pouvoir parler aux gens, les interroger sur certains objets, voilà, comme dans Chronicle of Crimes finalement, sauf que le thème est beaucoup plus joyeux bien évidemment ici, hein, encore une fois destination des enfants. Et voilà, c'est un jeu que j'aime bien, que j'ai beaucoup aimé faire avec ma fille, qui fonctionne très bien à partir du moment où les enfants se mettent dedans et essaient de trouver des choses logiques, ça fonctionne très bien. J'ai hâte vraiment d'avoir la suite donc avec alors je sais plus quel nom c'était, c'est Kids Chronicle mais je sais plus le nom du prochain, donc il sort en octobre.
Donc c'est un jeu que j'adore, je trouve Kids Chronicle, un jeu que j'adore pour jouer avec les enfants, et je vous le dis, si vous aimez jouer avec les enfants et que vous n'aimez pas, enfin si vous voulez jouer avec vos enfants, mais que vous n'aimez pas le fait qu'ils aient une application entre les mains, enfin un téléphone, moi je l'ai gardé tout le temps, c'est moi qui fais la lecture. Le seul moment, c'est quand on a exploré les lieux, donc en slidant soit en slidant sur le téléphone, soit en le bougeant, pour essayer de trouver des objets, des choses comme ça. C'est le seul moment où vraiment ma fille avait le téléphone entre les doigts. Sinon c'est moi qui l'ai conservé pour lire, parce que c'est pareil, si je lui donne en fait ça entre les doigts, clairement elle va disparaître, le jeu elle va plus suivre. Donc je le garde, je fais la lecture, je le propose uniquement lorsqu'il y a de l'exploration à faire, et ça fonctionne très bien comme ça, on n'a pas l'impression d'être tout le temps le nez là-dessus, et c'est tant mieux. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous proposer pour aujourd'hui. Donc on a fait un petit tour, je sais pas, j'ai pas compté le nombre de jeux. Donc c'est la partie 2, c'était la partie 2 de la tier list de ma ludothèque. Si vous avez apprécié, laissez-moi un petit pouce bleu et abonnez-vous évidemment si vous arrivez ici un petit peu par hasard. Il y a une partie 1, évidemment, si je parle de la partie 2, c'est qu'il y a une partie 1. Donc j'ai pas spoilé entre guillemets la partie 1, si jamais vous arrivez ici, c'est pas grave, il n'y a pas d'ordre précis, je prends vraiment les jeux au hasard. Et je les présente, donc si vous avez vu la partie 2 avant la partie 1, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à aller voir, vous aurez le lien donc sur la chaîne évidemment. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt, on se retrouvera pour la partie 3 et pour plein d'autres vidéos. Donc sur la chaîne Jeux en carton. À bientôt.